C'est quand même fou parce qu'il y a des gens qui s'étonnent qu'on n'appelle pas au calme, ou pire, il y en a qui disent qu'on appelle au meurtre là pour tout ce qui s'est passé avec les révoltes qui ont lieu après le meurtre de Nahel par un policier. Et nous, pourtant, en Canard, ça nous paraît logique d'avoir pris cette position-là, ça n'a même pas fait débat au sein de l'équipe, quoi. Mieux que ça, on trouve même hypocrite de défendre aujourd'hui qu'il faut rétablir l'ordre à tout prix, et c'est ce qu'on va vous expliquer dans cette vidéo. Et pour ça, on va vous parler de faits. On va reprendre les trucs simples, basiques. Parce que si vous pensez que notre position n'a pas de sens, vous n'avez pas les bases. Vous ne voyez pas qu'actuellement, le pouvoir se sert des émeutes pour aller encore plus loin vers où? Vers la dictature. On va vous expliquer pourquoi on ne veut pas faire confiance aux médias et à la police à des moments où justement il y a des mouvements sociaux, même lorsqu'ils sont violents. Et pour ça, on va faire un petit historique. En 1986, Malik Oussekine a 22 ans. C'est un étudiant qui rentre chez lui après une soirée dans un club jazz. Il se retrouve face à une brigade des voltigeurs alors qu'il ne manifestait pas. Il est tué, frappé à mort. Et évidemment, immédiatement, le pouvoir politique et policier ment. Malik serait un casseur, c'est un délinquant. Bref, maintenant on a l'habitude, vous connaissez la chanson. Évidemment, les médias reprennent le même discours, puis se rendent compte de l'arnaque, mais trop tard. Arnaque dans laquelle jamais le ministre délégué de la sécurité ne s'excusera. La mort d'un jeune homme est toujours regrettable, mais je suis père de famille, et si j'avais un fils sous dialyse, je l'empêcherais de faire le con dans la nuit. Le gars rentrait chez lui, et ça, c'est faire le con selon le pouvoir. Ça, c'est ce qu'on appelle le schéma classique, hein. C'est un jeune arabe qui est tué, les parents sont dits irresponsables par le pouvoir qui ment, la police qui ment, les médias qui mentent, on a des révoltes et les médias s'en plaignent. Ça vous rappelle un truc peut-être, hein? N'oublions pas le rôle du monde médiatique dans cette histoire. Sur toutes les violences de la police, il a fallu attendre des décennies pour entendre parler parce que les médias sont globalement du côté du pouvoir. Ça porte même un nom, ce que je viens de dire, c'est le journalisme de préfecture. Par principe, pour les journalistes, la préfecture est une source, c'est même la source. Et s'il y en a d'autres des sources, des témoins ou même parfois des vidéos, eh bien les journalistes partent du principe que c'est moins important que l'avis du pouvoir, donc du ministère de l'Intérieur et de la préfecture. Pour rappel, le préfet est directement nommé par le président, donc c'est-à-dire par le pouvoir en place. Il y a comme un petit conflit d'intérêts peut-être dans cette histoire. Et s'ils font ça, les journalistes, c'est pas pour rien. C'est parce que ça leur permet d'avoir des contacts et donc des infos explosives en premier. Vu qu'ils sont tous en concurrence, ils veulent tous avoir ces informations en premier. C'est du donnant-donnant. Eux, ils ont des faits divers qu'ils peuvent mettre dans leurs journaux un peu nuls, et les flics, ils ont une version arrangeante, non vérifiée à la télévision, qui du coup arrange le pouvoir politique aussi. Et là où le schéma s'arrête là et ne s'applique pas pour la mort de Nahel, par exemple, c'est que les voltigeurs ont été dissous suite à ce drame-là, à ce meurtre-là, et c'est à partir du mouvement des Gilets jaunes où ça a été réhabilité. Et suite à ce meurtre, il y a eu des manifestations contre une loi qui a été retirée. Donc il y a eu des conséquences politiques contre ces violences-là, et c'est la dernière fois que ça allait arriver. Alors pour parler de la justice, on va prendre un exemple un peu plus récent. En 2000, tu as Foueb Chebab qui a 24 ans et qui s'assoit sur un banc avec un ami. Sauf que tu as un type qui appelle la police parce qu'il pense que deux arabes sur un banc, c'est une tentative de cambriolage. Donc les flics arrivent et là, ils lui cassent la clavicule et l'un d'eux lui tire dessus entre l'épaule et le cou. Conscients qu'ils ont un peu merdé, les flics montent alors tout un stratagème. Ils copient-collent les comptes rendus de leur audition, ce qui est évidemment illégal, hein. Ils font disparaître les vêtements de Foued, ce qui est illégal aussi, hein, parce que normalement c'est sous scellé, et ils racontent que Foued les a attaqués au couteau. Évidemment, pour le couteau en question, il n'y aura même pas les empreintes de Foued dessus. Malgré l'énormité du coup monté, de cette bavure très mal couverte, eh ben, ça va convaincre les juges françaises. La fameuse justice auquel il faut avoir confiance, eh ben, ils vont croire à cette bêtise-là. Le non-lieu aura lieu pour tous les jugements. Il faudra attendre 2019, 19 ans plus tard, pour que, enfin, la Cour européenne des droits de l'homme se rende compte qu'il y a un problème et condamne l'État français. D'ailleurs, ces condamnations pour la France, il y en a plein.
torture, atteinte à la dignité humaine, au droit de la vie, mais uniquement international. Pour tous les gens trop pauvres pour mener une procédure, la justice rend un non-lieu ou une condamnation de victime. Ça aussi, ça fait partie du schéma. Et les procédures prennent des années, voire souvent des décennies, ce qui rend encore plus compliqué, par exemple, la phase de deuil pour les familles qui veulent porter ça en justice. Et bien sûr, tu as 2005, c'est le premier souvenir qu'on peut avoir des émeutes, comme on a appelé à l'époque les révoltes de 2005. Il y a eu un vrai sursaut par rapport à ces violences-là parce que, en fait, les victimes ont été des enfants. Encore une fois, on va revenir sur ce que disent les faits après des années d'enquête. Donc oui, la version va être un tout petit peu différente de ce qui a été raconté par le pouvoir, les médias et évidemment la justice à l'époque. Les trois vont de pair, tu commences à comprendre. On est à Clichy-sous-Bois et c'est l'Aïd, une fête musulmane. On a donc des dizaines de jeunes qui jouent sur un terrain vague et un type appelle les policiers. Ils envoient 6 voitures de la BAC, 6 voitures de la BAC pour des jeunes qui jouent au foot, c'est quand même incroyable cette histoire. Alors ils courent et les policiers les poursuivent. 2 d'entre eux se retrouvent donc dans un transformateur électrique et les flics sont toujours là à les poursuivre et ne les informent pas du danger. Zined et Bouna, 14 et 15 ans, meurent donc brûlés dans ce transformateur électrique. Le schéma se met alors en route, exactement la même chose qui se répète. Mensonge du pouvoir, ce sont des délinquants avec des parents qui sont irresponsables, des mois de révolte et 10 ans après, les policiers sont relaxés par la justice, là encore, complices. Et du coup, il faudra peut-être qu'on cherche ensemble pour trouver un autre mot que justice parce que là, il y a quelque chose qui va pas quand même. Le pouvoir de l'époque, c'est Guéant à la direction de la police et c'est Sarkozy au ministère de l'Intérieur. Et ça, ce sont 2 délinquants, et encore, on reste poli, qui ont été mis en examen et qui le sont encore aujourd'hui pour association de malfaiteurs et des tas d'autres choses du genre. Ce qui est ironique vu leur discours de l'époque sur la délinquance et les fameux Karcher. Mais la conséquence politique, c'est Sarkozy élu président de la République 2 ans plus tard. Parce que faire le guignol en parlant de Karcher, ça rapporte des voix. Après, il y a aussi le fait qu'il a dépensé quelques milliers d'euros qui viennent de la Libye, ce qui a peut-être joué aussi sur cette élection présidentielle. Mais bon, c'est la démocratie, hein, évidemment. C'est très important comme élément l'aspect électoraliste parce que ça permet de comprendre à quel point c'est une position facile à tenir de dire que les délinquants, c'est pas bien ce qu'ils font et qu'il faut être ferme. À peu de frais, tu peux gagner énormément de voix alors que toi-même, tu peux avoir volé de l'argent dans les poches de tout le monde. Ça ne sert à rien d'être efficace et cohérent contre la délinquance. Il suffit de montrer qu'on est contre et c'est jackpot. C'est ce qui va expliquer la pratique du coup de filet. L'idée pour le pouvoir, c'est d'interpeller un tas de gens, de les juger hyper vite, de les condamner évidemment, bien sûr, et d'envoyer tout ça aux médias. Ça leur permet de montrer qu'ils sont forts et qu'ils sont fermes. Là encore, ils obtiennent des voix parce que les médias les laissent en parler sans aucune contradiction. Et ça n'a absolument là rien à voir avec la sécurité, il faut bien le comprendre. C'est pas parce que tu as des costards cravates qui font genre comme ça et qui disent oui, nous allons condamner tout le monde, que c'est de la sécurité. Jusqu'à preuve du contraire, mettre des gens en prison, c'est juste mettre des gens en prison. La situation continue d'empirer précisément à cause de ces coups de filet qui ne règlent aucun problème fondamental. Alors, en 2007, il y a les révoltes de Villiers-le-Bel qui montrent bien tout ça. Technique du coup de filet, comme je vous ai dit, on arrête des tas de gens, on les met devant des juges, en quelques heures, ils sont condamnés, et on communique les nombres d'interpellations aux médias, comme ça on se fait mousser sans aucun effort, c'est la police qui fait tout le travail. Et donc, on a des gens qui sont arrêtés, et qui vont passer des années en prison pour avoir strictement rien fait. C'est par exemple le cas de Mara Kanté qui a été condamné pour une tentative de meurtre sur un policier, ce qu'il n'avait pas fait. Mais bon, la justice étant ce qu'elle est, comparution immédiate, on croit à la police, on condamne au maximum, et voilà, le problème est réglé. Non. On pourrait multiplier les exemples, parler d'Alizari, de l'affaire Théo, de Michel Zecler. Vous avez bien vu qu'il y a en France une pratique de la répression qui est une vraie machine à broyer les gens, que ce soit au niveau de l'État, de la police, de la justice ou des médias. En majorité, ce sont d'ailleurs des Français noirs et arabes dont on parle. Et encore, on n'en a pas cité un 10e de ces affaires, mais déjà, vous comprenez le fameux schéma.
La police commet une exaction, comme ils appellent, une violence extrême ou carrément un meurtre. Elle maquille tout, cette police-là, le pouvoir politique reprend la version policière et les médias aussi. On en profite pour dire que les victimes étaient un peu délinquants, puis des criminels, puis peu importe, enfin quoi que ce soit, de toute façon c'est pas très important même si c'est faux. Les proches de la victime et ceux qui s'identifient sont exaspérés et font spontanément des révoltes et des manifestations. Par contre, si la violence des manifestants ou la violence supposée des manifestants sera condamnée très rapidement par la justice, la première violence, celle de l'État, elle, donnera un non-lieu. C'est une mécanique bien huilée que je vous décris ici, qui pouvait encore marcher dans les débuts des années 2010, sauf que maintenant, il y a eu deux grosses évolutions dans cette histoire qui fait que la situation n'est plus la même. La vidéo, déjà accessible à tout le monde avec les smartphones, ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile de cacher les meurtres et les bavures. Dans pas mal de cas, on a pu se rendre compte que la version de la police tenait pas 2 secondes face à ce qu'on voyait dans les vidéos. Et c'est exactement ce qu'on a vu avec Nahel. Si on n'avait pas eu cette fameuse vidéo où on voit le policier tirer sur Nahel, les médias, ils auraient fait du journalisme de préfecture et on aurait été au courant de rien de ce meurtre-là. Mais le second événement, ça a vraiment été aussi les gilets jaunes. Parce que là, les violences injustifiées filmées là aussi ont permis à un tas de gens, notamment ceux qui ne viennent pas de quartier, de comprendre la gravité du problème de la police en France. La répression policière qui s'appliquait aux Français noirs et arabes a été utilisée pour des raisons politiques à ce moment précis contre des Français blancs. Et attention, il y avait des violences en manif avant ça. On se rappelle des nuits debout, de leur travail avec les éborgnés que nous avons eu aussi. D'accord, ça n'a pas apparu de cette façon. Mais l'ampleur n'était pas la même. Et surtout, dans les lois travail ou dans la nuit debout, c'était une certaine sociologie qui était présente. C'était pas tout le monde, tu vois, en réalité. Et qu'avec les gilets jaunes, c'est rentré là où ça n'était pas avant, là où les flics se résumaient à juste foutre des amendes en permanence. D'ailleurs, la répression des gilets jaunes, ça permet vraiment de comprendre comment est-ce que le pouvoir va tout droit vers la dictature. Bon là, c'est Emeric qui a écrit cette vidéo. Et Emeric, il veut absolument citer Montesquieu. Voilà, Montesquieu, je sais pas qui c'est. Montesquieu, un vieux truc. Et du coup, Montesquieu, il a dit quoi? Il répète ce que Chouard dit, c'est incroyable. Il dit « Toute personne qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. » Et justement, là, l'objectif du pouvoir, c'est d'augmenter son pouvoir, c'est d'abattre toutes ces limites-là, ces contre-pouvoirs. Et là aussi, vous allez voir, se dessine un schéma. Ces limites, c'est notamment les libertés de chacun. Se déplacer, s'exprimer, faire grève, manifester. Et tout ça est en permanence menacé grâce à une logique extrêmement simple, celle de la division. Donc là, on vient de parler des nuits debout et des gilets jaunes qui ont été saccagés en 2016 et en 2018 par le pouvoir policier, par le pouvoir politique, mais n'oublions pas encore une fois l'importance du pouvoir médiatique. La propagande utilise toujours plusieurs techniques pour fournir des discours d'adhésion au pouvoir en place pour faire en sorte que l'ordre qui est menacé par ces manifestations tienne bon. Le classique pour essayer de contrôler la population pour avoir son adhésion, c'est d'essentialiser. C'est très simple quand tu es tout seul à parler à la télévision en permanence. Par exemple, Nuit debout, c'est des bobos, ce qui permet de les opposer au reste du pays qui aujourd'hui se tape elle aussi des enchaînements de CDD infinis. Pour les zadistes, qu'est-ce qu'ils disent le pouvoir? Ils disent que c'est des mal lavés qui fument des joints, ce qui permet au pouvoir de les opposer à la France qui serait propre sur elle, mais une France qui en réalité va quand même se taper les conséquences du réchauffement climatique. Et les gilets jaunes, évidemment, c'est des beaufs, non, c'est même pire, c'est des antisémites, c'est des homophobes, évidemment, et les non-vaccinés sont un danger pour la population. Bref, c'est toute l'histoire de France de ces dernières années au niveau des médias que je viens de vous résumer ici. C'est du prêt-à-penser, tout simplement, qui, à force d'être répété, va être considéré comme une vérité. La répétition, là encore, c'est une technique de propagande simple, mais efficace, d'autant plus efficace, encore une fois, je le répète, lorsque tu possèdes la quasi-intégralité des médias sur Internet, au niveau de la télévision ou sur les journaux papier. La forme la plus aboutie de l'essentialisation, c'est le renversement. Malcolm X l'explique dans une simple phrase. Si vous ne faites pas attention, les médias vous feront détester les opprimés et aimer les oppresseurs. C'est donc très simple, les coupables deviennent des victimes et les victimes des coupables. Sarkozy condamné pour corruption, et ben ça devient l'infâme complot du PNF et de Mediapart contre un ancien président. Macron qui passe sa réforme retraite en mode dictature totale, ça devient
un homme politique qui a le courage de faire une réforme sans aucune démagogie, évidemment. Le manifestant tué par la police, ça devient un extrémiste neutralisé par un héros national. Et les politiques se servent de cette technique pour faire passer des vessies pour des lanternes. Ça se voit que c'est Hébraïque qui écrit ce texte. Ça se voit quand même qu'il y a un os dans le pâté dans cette histoire, tu vois. Un truc comme ça. C'est quand même mieux que ton truc de lanterne, on comprend pas, c'est quoi une... Bref. 1986, c'est une date clé, non seulement pour l'affaire Malik Oussekine, mais aussi parce qu'en 1986, aux États-Unis, il y a Reagan et au Royaume-Uni, il y a Thatcher. Cette femme est allée quand même jusqu'à envoyer l'armée contre les mineurs en grève par idéologie. Cette idéologie, c'est l'évolution naturelle du capitalisme en Occident. C'est ce qu'on appelle de plein de manières différentes, genre le néolibéralisme ou l'ultralibéralisme, bref, ce sont différents mots pour dire la même chose. On utilise la police et la centralité de l'État pour détruire les droits sociaux des gens et on privatise des pans entiers de l'économie au profit des petits capitalistes qui vont pouvoir se faire pas mal de pognon sans rien investir. Évidemment, ces politiques-là, elles sont ultra impopulaires parce que c'est la destruction de droits sociaux. Et donc, lorsque les dirigeants européens et états-uniens mettent en place ces politiques dans les années 80, ils se retrouvent face à des contestations. Alors, cette idéologie de base va devoir s'accompagner d'un aller simple vers l'autoritarisme. C'est le cas de ce qu'on appelle les lois antiterroristes. Il y a une rétrospective de ces lois depuis 1986 dans le monde diplomatique, évidemment, le monde diplo SO à vous, et on voit la progression de ces lois-là. 1986, il y a 14 attentats à la bombe, des dizaines de victimes, et le ministre de l'Intérieur, Pasqua, et oui, ça remonte à loin, lui, il enclenche sur une logique à la Darmanin, c'est-à-dire faire des lois. En 30 ans, on a plus de 30 lois soi-disant contre le terrorisme, et soyons clairs, soyons honnêtes, ces lois ne fonctionnent pas contre le terroriste. On n'est pas davantage en sécurité. Et de toute façon, soyons logiques, si on fait une loi par an sur le sujet, c'est que clairement ces lois sont inefficaces en réalité. Mais ça permet au ministère de l'Intérieur d'exister médiatiquement et de conduire sa petite carrière politicienne. Et là encore, il faut le répéter encore et encore, ça n'a rien à voir avec la sécurité malgré les apparences. Et ça, il ne faut pas l'oublier, il faut le répéter. L'objectif de ces lois, ce n'est pas d'être contre le terrorisme, c'est d'être contre toutes les contestations du pouvoir, c'est de renforcer le pouvoir, comme disait Montesquieu. Il disait ça, Montesquieu, on va dire qu'il disait ça, Montesquieu. Et c'est pas nous qui le disons, c'est François Hollande, lui-même, François Hollande, lorsqu'il était président. C'est vrai, l'état d'urgence a servi à sécuriser la COP 21, ce qui était, encore une fois, la COP 21, une immense, juste opération de communication. Sauf qu'ils n'étaient pas du tout obligés d'appeler à l'état d'urgence juste pour sécuriser la COP 21, et Hollande le dit là aussi avec franchise. Imaginons qu'il n'y aurait pas eu les attentats, on n'aurait pas pu interpeller les zadistes pour les empêcher de venir manifester. Là, au moins, c'est clair, c'est net, il n'y a aucun doute à avoir sur le rôle de la justice, de la police et de l'État et des médias dans ce système-là. Et donc ça, c'est un peu le début, tu vois, on prend des dispositions, on les vend comme étant de la sécurité parce que ça marche aux élections, donc on continue, ça évite de remettre en cause notre programme économique par exemple, et on l'utilise contre les mouvements sociaux. D'ailleurs, depuis, on ne se sert même plus des attentats, mais l'idée floue de l'ordre public. L'ordre public, c'est ce qu'ils répètent partout à la télé, l'ordre public. Ça devient de plus en plus délirant cette histoire, et on se rappelle notamment l'épisode, là encore, des casserolades. Alors ça paraît rien, mais ce qui a été fait au niveau des casserolades, c'est évidemment déjà une atteinte au droit de manifester, mais c'est aussi une atteinte au droit de propriété de les saisir, ces casseroles-là. Je veux dire, on peut comprendre qu'on saisisse des armes parce que c'est dangereux. Ok, d'accord. Mais les casseroles, c'est juste en fait le pouvoir qui montre les crocs et qui utilise sa police et ses lois antiterroristes pour ne pas gâcher ses opérations de com et continuer à faire passer ses lois tranquillement. Exactement comme avec la COP 21. Ils envoient les flics pour éviter les contestations et maintenir leurs mensonges qui nous condamnent au pire. Ça marche donc pour l'écologie, mais ça marche aussi pour la réforme retraite. Et aussi, on pense à Isia, la chanteuse là récemment, qui pendant un concert a émis une théorie qui est que Macron fait tout pour se faire détester, donc le seul rêve de Macron, c'était en réalité de finir en piñata géante pour qu'on le frappe dessus. Ça expliquerait pourquoi il fait tout pour qu'on le déteste, tu vois. Et suite à ce discours-là, elle s'est fait quand même poursuivre par la gendarmerie. Et la justice aussi, immédiatement après quand même. Alors oui, d'accord, le récit de ce lynchage imaginaire, il est précis, tu vois, parce qu'elle le fait bien. C'est une femme de spectacle, tu vois. Mais de là à parler de provocation publique à provoquer un crime, on est quand même en train de s'habituer à la censure de l'État, là, dans cette histoire. Parlons aussi des confinements, une limitation sans précédent de la liberté de circulation. Alors certes,
Elle était en partie justifiée peut-être au début, mais en fait ça a été très vite utilisé aussi pour dissimuler la gestion calamiteuse de ce Covid par le gouvernement. Encore une fois, les lois dites sécuritaires sont utilisées par le pouvoir pour que ce pouvoir ne puisse jamais assumer sa responsabilité. Rien à voir donc avec la sécurité là encore. Alors évidemment, les médias complices, ils ont démarré au quart de tour et puis ils ont dit que oui, voilà, il y a les complotistes et puis pas les complotistes, il y a les vaccinés et puis pas les vaccinés, il y a les pros, machin, les anti-trucs, bref, en essayant en permanence de diviser encore une fois les Français, parce que c'est le rôle des médias de diviser le peuple et d'empêcher qu'on se forme pour lutter contre cette oligarchie-là, et encore aujourd'hui c'est le cas. Les dispositifs légaux contre le terrorisme vont servir à supprimer d'autres contre-pouvoirs. C'est le cas des dissolutions d'associations qui devaient servir à dissoudre des groupes néo-nazis et des trucs djihadistes, etc. et qui sont aujourd'hui utilisés pour dissoudre par exemple les soulèvements de la terre. Et on peut prendre l'exemple du CCIF aussi qui avait été dissous à un moment donné et du coup ça nous a habitués à nous dire ok, en fait on peut dissoudre des associations. Sauf que non, ça marche pas comme ça. Et encore une fois, là, le racisme avec l'islam et compagnie, ça permet de mettre un pied dans la porte qui va être après utilisé dans toute la société pour que le pouvoir puisse se renforcer. Et évidemment, ce pouvoir de faire ce qu'ils veulent, les politiques vont s'en servir aussi pour se couvrir eux-mêmes, en supprimant par exemple l'agrément d'Anticor, une association anti-corruption qui avait mené une quantité énorme de procès, notamment avec l'affaire Keller, si vous vous souvenez. On sait que les politiques ne savent pas faire grand-chose, mais au moins ils savent faire de la corruption. Ils sont experts dans ce domaine-là, et donc si Anticor dégage, eh ben ça leur permet de faire leur petite magouille tranquille. C'est pour ça que pour les pouvoirs, les lois sur la sécurité et le discours de la fermeté, c'est triplement utile. Ça permet, 1, de casser toutes les oppositions. Ça permet 2, de les faire monter dans les sondages avec un faux discours sécuritaire bidon, et de plus, troisièmement, ça permet de se protéger soi-même d'une future procédure. Et c'est précisément pour ça que cette dérive a lieu. Parce que c'est clair que les politiques qui font ça, on sait que soit ils ont été mis en examen pour des détournements, soit ils le seront à un moment ou à un autre, en vrai de vrai. L'objectif de parler du côté inadmissible de la délinquance, c'est aussi de faire oublier leur délinquance à eux. Et c'est ça qu'il ne faut jamais oublier quand il y a une séquence médiatique où on nous appelle tous là à condamner telle personne ou tel groupe de la population pour telle action qu'ils ont faite. Il faut réfléchir, il faut prendre le temps, il ne faut pas oublier qui sont nos adversaires. Parce que si on laisse faire pour une partie de la population, et ben en fait on va se retrouver tous dans cette même situation. C'est pour ça qu'il faut absolument faire le lien entre la police et le pouvoir politique qui sont aujourd'hui complices dans une dictature et qui demain feront encore pire. Amnesty International et la Ligue des droits de l'homme alertent sur tout ce qu'on dit là depuis pas mal de temps. Et c'est précisément pour ça qu'ils sont menacés par la première ministre Borne, que ce soit par dissolution ou perte de subventions. Donc encore une fois, le pouvoir utilise des trucs sécuritaires pour détruire les contre-pouvoirs et augmenter sa puissance encore. Après, le fait que ce soit des ONG donc internationales fait qu'elles continueront à faire le boulot, mais évidemment ce sera beaucoup plus difficile et les médias n'en parleront plus. Déjà qu'ils en parlent presque pas. Niveau médiatique, le coup de pression de Macron sur les réseaux sociaux récemment laisse entrevoir qu'ils vont s'attaquer de plus en plus au contenu qui ne leur plaise pas, c'est-à-dire une censure politique directe décidée par un seul homme sans qu'il n'y ait absolument aucun contre-pouvoir. C'est une dictature. D'ailleurs, l'international commence à réagir pas mal aux dérives du pouvoir, et donc il est à peu près certain que Macron, ou bien la personne qui lui succédera au pouvoir, décide de réduire l'accès des Français à des productions étrangères. Que ce soit des documentaires par exemple sur les victimes du régime en France, ou alors des séries sur le pouvoir français. Et si vous avez l'impression que c'est quelque chose qui n'arrivera jamais, je vous rappelle qu'encore une fois, que Macron a dit qu'ils allaient censurer les réseaux sociaux et qu'au niveau européen, ça discute pour dégager TikTok parce qu'ils contrôlent pas totalement ce logiciel-là. Donc en fait, ils peuvent supprimer des applications, ils peuvent supprimer des contenus. Donc oui, en fait, ils le font déjà. Donc c'est pas la question de savoir est-ce qu'ils vont le faire, c'est qu'ils le font déjà. La production française sont aussi dans le viseur du pouvoir et notamment Mediapart qui est un danger. Et la première chose qu'il faut dire à chaque fois avec Mediapart, c'est le premier journal français en termes de révélation scandale politico-financière. Sans Mediapart, 80% des scandales qu'on connaît aujourd'hui de nos politiciens, on ne les saurait même pas. Et il faut quand même se dire aussi, et c'est pas anodin, que l'émission là de France Inter, de Meurice, de Vanhoenacker et compagnie a quand même été supprimée parce que Macron l'a décidé.
Parce que Macron l'a décidé. On en est là quand même. Et encore une fois, Meurice et Vanhoenacker, c'était pas les plus grands révolutionnaires. Contester un tout petit peu Macron, maintenant ça te fout au chômage si t'es journaliste. Et pareil au Canard, on risque beaucoup parce que en réalité, beaucoup de nos vidéos peuvent être interprétées comme des appels à la révolte. Et du coup, ils peuvent nous supprimer du jour au lendemain. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est très important de nous suivre aussi sur d'autres réseaux sociaux comme Telegram, TikTok, Twitter, Snap, Insta ou Facebook. Parce que si un jour il faut sauter la chaîne YouTube, vous aurez au moins un autre réseau pour continuer à suivre nos travaux. Bon, vous avez compris le schéma. Il va y avoir de plus en plus de contestations par rapport aux crises économiques, climatiques qui nous font face et à la gestion calamiteuse du pouvoir par rapport à ça. Donc le pouvoir va se solidariser de plus en plus avec une police violente parce qu'elle en a besoin et donc elle va mettre en place une justice expéditive tout en prenant des mesures soi-disant ultra sécuritaires pour en réalité détruire l'ensemble des contre-pouvoirs et continuer à mener sa politique. On est passé en quelques années d'un pouvoir qui semblait déconnecté à un pouvoir sécuritaire qui marche aujourd'hui vers la dictature. Et c'est pour ça que nous, au Canard Réfractaire, dès le début des révoltes dans les banlieues, nous avons refusé de juste condamner les violences et d'appeler au calme, parce qu'on sait que derrière ça, tu as toute une machine à broyer les contre-pouvoirs, à broyer le peuple et à broyer toutes les contestations, qui fait que si on soutient aujourd'hui la police, si on soutient aujourd'hui les bourges dans les médias, si on soutient aujourd'hui l'État dans sa répression, en fait, ça va nous retourner dans les dents immédiatement après, en réalité. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, et là, si vous connaissez les canards, vous savez de quoi on va parler, il y a d'un côté les actions du pouvoir et il y a de l'autre côté les réactions du peuple, la nôtre, d'accord? Et donc, il y a un contre-pouvoir que le pouvoir ne pourra jamais dissoudre, c'est vous. Vous, devant votre écran, vous êtes un contre-pouvoir. Votre famille le deviendra aussi d'ailleurs, et probablement tous ceux que vous connaissez de près ou de loin. Vous ne faites pas partie des 1% des plus riches pour qui la politique est faite pour vous, donc vous allez la subir d'une façon ou d'une autre, que ce soit sur la réforme retraite, les conditions de travail, que ce soit sur le racisme, que ce soit sur l'écologie, vous allez subir les conséquences du pouvoir et de toutes les crises qui sont devant nous. Ils vous interdiront de manifester. Ils dissoudront vos collectifs que vous formerez. Ils vous attaqueront d'abord en justice, puis enverront leur LBD sur vos manifestations parce que vous ne serez pas d'accord. Ils feront des lois contre les terroristes, mais s'en serviront contre vous. Les ministres et les médias vous décriront comme des extrémistes, des bons à rien. Et le pire, c'est que vos amis se détacheront peut-être de vous parce qu'ils croiront cette propagande des médias, et pareil pour votre famille, parce qu'en fait, la propagande fonctionnera. Et c'est pour toutes ces raisons qu'il faut avoir autant de confiance en la police que nous en avons envers Macron. Autant de confiance envers les médias que nous en avons envers Sarkozy. Autant de confiance en la justice que nous en avons auprès de Darmanin. Après, attention, ça ne veut pas dire que tous les trucs officiels, machin, on peut pas leur faire confiance, parce qu'il y a des trucs officiels auxquels on peut faire confiance. Mais il faut toujours interroger cette confiance et se dire, cette confiance-là, si on essaye de nous l'imposer, c'est qu'il y a un loup quand même sous le tapis, et qu'en réalité, la confiance, ça se gagne, la confiance, ça se mérite, la confiance, ça se conquiert. Surtout qu'aujourd'hui, on vient vous le montrer avec cette vidéo, que ce soit au niveau de la justice, des médias et des pouvoirs, on a énormément d'éléments qui montrent que ce système-là est pourri et qu'il va falloir nous en donner des gages pour regagner notre confiance. Et tant que c'est pas là, eh ben on fait pas confiance. Et même si ça concerne des Noirs et des Arabes dans des banlieues, on fait pas confiance à ce que disent les médias, d'accord? Donc pour résumer, si on regarde ces dernières années, on peut dire quelque chose de très simple. L'autorité cherchera toujours à gagner du terrain. Voilà, à renforcer sa puissance. Le pouvoir en voudra toujours plus. Le pouvoir français va jusqu'à ce qu'il trouve une limite, comme disait Montesquieu, et ce qu'on observe, c'est que le réflexe de ce pouvoir-là, c'est d'éliminer froidement toutes ces limites. Le rouleau compresseur est en marche, mais le soulèvement aussi. D'où le fait que nous le répéterons jamais assez, il y a une lutte, d'accord? Quoi qu'on dise sur le pouvoir, il y a une lutte qui s'engage. On a toujours plus de méthodes pour agir et toujours plus d'indignation et de contestation contre ce système pourri qui va foutre de plus en plus de personnes dans la merde. Eux, ils ont leur cap, nous avons le nôtre. Ils ont leur rouleau compresseur et nous, on passera du temps à le repousser partout, le plus vite, le plus fort possible. Et pourquoi pas faire notre rouleau compresseur à nous aussi. Et ça, on y arrivera si on a des médias indépendants et surtout de l'argent. Donc n'hésitez pas à nous donner sur notre financement Hello Asso. Là, on est au bout du truc, on va atteindre les 120 000 €. Ce qui va nous permettre, si vous êtes encore suffisamment nombreux à nous donner cette fois-ci, à continuer pendant un an de plus. Et promis, en septembre, on vous réserve quelques surprises. Et partagez cette vidéo aussi, peut-être que ça ouvrira les yeux à quelques hypocrites autour de vous. Sur ce, amis réfractaires, des bisous et à la prochaine.
Et encore une fois, bravo à Emmerich pour ce script qui, encore une fois, envoie du pâté. Macron est un dictateur! Et la seule force sur laquelle il peut compter pour être encore en